This episode is brought to you by FX. From executive producer Ryan Murphy comes the first installment of FX's American Sports Story. The limited series charts the rise and fall of NFL superstar Aaron Hernandez and explores the disparate strands of his identity, his family, his career, his suicide, and their legacy in sports and American culture. FX's American Sports Story, Aaron Hernandez, premieres September 17th on FX. Stream on Hulu. To new friends. I don't find them that pleasant to be around. This Friday, I guarantee you won't want to leave. Speak No Evil is filled with teeth-clenching, seat-clawing suspense. Something's not right with him. I've always wanted a family like yours. James McAvoy will scare you speechless. Oh! You're gonna kill us. We're just sad to see you go. Speak No Evil. Rated R. Under 17, not admitted without parent. Only in theaters Friday. Dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Février 1994. Guy échoue dans un squat que l'association Droit au logement vient d'ouvrir rue Didot, dans le 14e arrondissement de Paris. Depuis sa sortie de prison, en 1993, Guy fraie avec des marginaux de tout poil. Il se sent bien avec ces cabossés de la vie qui, comme lui, se cherchent une seconde famille. Et puis, auprès d'eux, il peut s'inventer un passé. Ici, personne ne le connaît. Alors il troque son casier de violeur contre un palmarès de braqueur et se fait surnommer Joe. Non pas comme l'Indien dans Tom Sawyer, mais comme la chanson d'Hendrix, dont il est fan. Rue Didot, tout le monde apprécie Guy. Une bonne poire qui se charge d'approvisionner le squat en bouffe et de faire la popote. Il participe aussi aux réunions anarchistes, se fondant dans la masse comme il a toujours su le faire. Les filles qui le rencontrent le trouvent doux. Il a même une meuf à qui il ne ferait jamais de mal. À vrai dire, quand Guy dévoile son côté sombre à une femme, il s'assure qu'elle ne puisse en parler à personne. 9 novembre 1994. Au 110 boulevard Auguste Blanqui, Bruno Benadi quitte l'appart où il vit avec ses parents et sa sœur, Elsa. En descendant au parking, il constate que la Peugeot 309 de sa mère est mal garée. C'est sa sœur qui s'en est servie la veille. Il s'approche de la voiture et jette un coup d'œil à l'intérieur. Ce qu'il voit lui arrache un cri de douleur. Entre la banquette et les sièges avant, Elsa gît sur le ventre, les cheveux collés par le sang. Pantalon et culotte baissés jusqu'aux genoux. Bruno ouvre la portière sans croire à l'évidence. Sa sœur est morte. Elle avait 22 ans. Ses blessures et la façon dont ses vêtements sont découpés évoquent le meurtre de Catherine Rocher, tuée et violée comme elle, en janvier de la même année. Pour la brigade criminelle, c'est le même homme. Ce sont donc aux mêmes flics d'enquêter sur les deux affaires. Et la chance leur sourit enfin. Dans la Peugeot 309 des Benadi, un flyer comporte une goutte de sang qui n'appartient à aucun membre de la famille. « 9 décembre 1994, 23h. Guy rôde rue de Lappe, à 2 pas de la place de la Bastille. Il fait doux pour un mois de décembre. Les terrasses des cafés grouillent de fêtards. C'est vendredi soir. Les yeux de Guy balaient la foule à la recherche d'une proie. Il a tué 2 femmes cette année. Il est devenu accro à la mort et ce soir, il est en manque. Agnès Nischkamp vient de quitter la pote avec qui elle a pris un verre rue Saint-Sabin, à 5 minutes de la Bastille. Elle repasse chez elle avant de rejoindre son compagnon, Claude, au restaurant. Elle remonte la rue de Lappe, débouche dans la rue de Charonne, puis dans la rue du Faubourg Saint-Antoine.
Elle occupe un joli duplex au 75, dans la cour de l'Étoile d'Or. Pour cette architecte néerlandaise de 32 ans, vivre en plein Paris, c'est comme rêver les yeux ouverts. Guy voit la trentenaire disparaître dans le bâtiment D, dont le digicode ne fonctionne pas. Une aubaine. Il se glisse derrière elle et s'engage dans l'escalier. La jeune femme ne lui accorde aucune attention. Arrivée au 3e étage, elle lui claque presque la porte au nez sans qu'il ait pu l'aborder. Alors, il campe derrière le panneau de bois, collant son oreille pour écouter ce qui se passe à l'intérieur. 23h19. Agnès passe un coup de fil à son mec, qui lui donne rendez-vous dans un resto indien, boulevard des Filles du Calvaire. Agnès lui dit qu'elle se met en route. Elle raccroche, récupère son sac et ressort de son appart. Elle est stoppée net par la longue lame d'un Opinel et la brute qui s'en sert pour la menacer. Guy agit rapidement. Il est déjà passé par là, il connaît les gestes, c'est presque un automatisme. Il repousse sa victime à l'intérieur de l'appartement, la fait monter à l'étage sur le lit. Il attache ses mains avec du sparadrap, fouille son sac, lui tire sa carte bancaire. Toujours commencer par le fric. C'est aussi pour ça qu'il est là. C'est quoi le code de la carte ? La jeune femme le lui donne. Guy n'a plus besoin qu'elle parle. Il la bâillonne avec du sparadrap, faisant 2 fois le tour de sa tête. Et il découpe les sous-vêtements selon le rituel qu'il suit à chaque fois. Maintenant, c'est le moment de prendre son pied. Une heure du matin. Le mec d'Agnès est sans nouvelles d'elle depuis qu'ils se sont parlé au téléphone. Il fonce au 3e étage du bâtiment D et entre dans le duplex. L'odeur du sang lui soulève le cœur. Il monte à l'étage et découvre Agnès sur le matelas posé à même le sol. Elle a été égorgée de 4 coups de couteau. Mais son mec garde espoir. Il prend son pouls, tente de retirer le sparadrap qui s'est pris dans les cheveux de sa compagne, doit finalement le couper au ciseau. Il est persuadé que ça permettra à Agnès de respirer. Pourtant, l'oxygène ne rentrera plus jamais dans les poumons de la jeune femme. Ce n'est pas ce soir que Guy va se faire du fric. Le code de la carte est un faux. Il enrage et s'en débarrasse à la première occasion, tout comme son Opinel. Pour bouffer, Guy va devoir continuer les rapines ou à mendier auprès des copains. Il rentre au squat rue Didot, qui vit ses dernières heures. L'ordre d'expulsion a été donné. Guy a prévu de faire un dîner d'adieu avant de quitter ses potes de la rue Didot. Il va encore devoir changer de famille. La crime envoie l'équipe de permanence au 75 rue du Faubourg Saint-Antoine. À leur arrivée, le commandant Sanderson et ses hommes comprennent qu'ils ont affaire à un client sérieux. Le tueur est un homme préparé. Il a amené son propre matériel et a gardé assez de sang-froid après le meurtre pour fouiller l'ensemble de l'appartement. Il n'a pourtant pas bien fait le ménage avant de partir. Il y a 2 empreintes digitales sur l'évier de la cuisine et du sperme sur le corps de la victime. Les flics l'envoient aussitôt au laboratoire d'analyse biologique de Nantes, où l'équipe du docteur Pascal établit un profil ADN. Mais il n'y a pour le moment aucun suspect avec qui le comparer. 1995. Depuis l'expulsion du squat rue Didot, Guy est à la rue. Pour oublier sa misérable condition, il picole ses verres et se défonce jusqu'à l'os au cannabis. Son meilleur pote finit par lui trouver une piole dans un autre squat rue Saint-Sauveur, dans le 2e arrondissement. Il s'installe dans un studio insalubre et reprend son rôle de cuistot au service de la communauté. Guy s'enfonce dans son personnage de Joe. Il recrache les idées libertaires et anarchistes qu'il pompe ici ou là et passe pour un révolutionnaire. Une image bien plus reluisante que ce que ses crimes racontent de lui. En août 1995, il se fait embaucher comme balayeur pour la mairie de Paris. Mais rien ne balayera jamais ses pulsions meurtrières. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
16 juin 1995, 1h du matin. Elisabeth Ortega sort du WhatsApp, une boîte de la rue d'Aval, tout proche de la Bastille. Elle y a passé la soirée avec un pote, a dansé comme on danse à 23 ans, jusqu'à épuisement. Elle rentre chez elle à pied, c'est tout près. À peine 5 minutes de marche dans la chaleur finissante d'une nuit de printemps. Arrivée au 40 de la rue des Tournelles, elle compose le code et pénètre sous le porche. Elle passe devant Jackie, le SDF qui a élu domicile dans le hall, et monte au premier étage de son immeuble. Au rez-de-chaussée, Guy entend le tintement des clés de la jeune femme. Il ne doit pas traîner s'il veut la surprendre avant qu'elle ne s'enferme. Il grimpe 4 à 4 à l'étage, le poing serré sur son couteau, et se précipite sur elle. « Tais-toi et entre !» La jeune femme s'exécute, entrant à reculons. Guy l'entourloupe pour éviter qu'elle ne gueule. Il lui dit qu'il ne lui fera aucun mal. Il s'est simplement évadé de prison et il a besoin d'un endroit pour pioncer. Il l'entraîne dans la chambre à l'étage inférieur du duplex, dont l'unique fenêtre donne sur la cour. Elisabeth préfère se dire qu'il est de bonne foi, même si son visage est dur et tendu. Elle cherche à établir la communication. Il sera peut-être moins tenté de s'en prendre à elle s'il la connaît un peu. L'homme parle bien français, sans accent. Rasé de près, il a la peau mate et paraît sobre. Elisabeth lui demande l'autorisation de fumer une clope avant de dormir. L'intrus l'accompagne avec l'une de ses Winston qu'il finit par écraser dans le cendrier. Trêve de bavardage. Guy prétend vouloir dormir tranquille. Et pour cela, il faut qu'il attache la jeune femme. Il lie ses poignets, la bâillonne de plusieurs tours de Chatterton, un adhésif d'électricien, et lui demande de se coucher. Elle refuse. Il pourrait la tuer maintenant, mais il a encore besoin d'elle. Ils ont toute la nuit devant eux. Et pour que rien ne les dérange, Guy remonte à l'étage éteindre la lumière du salon. Sans perdre une seconde, Elisabeth libère ses mains du Chatterton et ouvre la fenêtre dans un fracas de tous les diables. Elle entend son agresseur revenir précipitamment dans la chambre. Elle ouvre le volet à toute vitesse, enjambe le rebord de la fenêtre, saute dans la cour et court à perdre haleine. « Elisabeth !» Guy a gueulé comme un animal blessé, comme si ça pouvait la faire revenir. Mais c'est trop tard. Elle est déjà sortie dans la rue et doit être en train de prévenir les keufs. Guy se fait la malle avec le sac à main. Ce sera toujours ça de prix. En retournant dans la rue, il passe devant le SDF du hall, qui a discrètement ouvert l'œil. L'agression d'Elisabeth Ortega remonte aux oreilles du 36 quai des Orfèvres. Le mode opératoire rappelle le meurtre d'Agnès Nischkamp, tuée 6 mois plus tôt dans le même secteur. Le commandant Sanderson et ses hommes interrogent Elisabeth Ortega. S'appuyant sur des souvenirs, altérés par la peur, elle décrit son agresseur sous les traits d'un homme d'origine maghrébine, de 25 ans et d'1,75 m environ. Un portrait robot est dressé, et les flics y placent tous leurs espoirs. Pourtant, Jackie, le SDF de la rue des Tournelles, a un témoignage très différent. Il a vu un type métissé d'Européens et d'Africains, de taille moyenne, trapu et musculeux, se tirer vite fait juste après la gamine. Un métis, pas un maghrébin. Les flics ne lui demanderont jamais d'élaborer un portrait robot. Ce meurtre raté met Guy en rage. Il n'a pas eu sa dose. Il fait une crise de manque. Rue Saint-Sauveur, il se prend la tête avec tout le monde, lui qui d'habitude fait office de grand frère au sein du squat. Guy tourne en rond. Il n'a pas de taf, pas de meuf. Il fait des plans sur la comète. Comme voler une bagnole pour aller en vacances dans le sud. Il est désœuvré et doit rapidement trouver une nouvelle victime. De leur côté, les flics de la crime passent au crible le duplex d'Elisabeth, mis sous scellé. Ils saisissent le cendrier de la chambre dans lequel se trouve le mégot de la Winston fumée par son agresseur. La pièce à conviction est immédiatement envoyée au laboratoire nantais du docteur Pascal. L'ADN qui s'y trouve est identique à celui du sperme retrouvé sur le corps d'Agnès Nischkamp. Il s'agit bel et bien du même homme. Le commandant Sanderson et ses hommes qui font chou blanc dans l'affaire Nischkamp depuis 6 mois
voit enfin une lumière au bout du tunnel. Mais aucun suspect à l'horizon. La soif meurtrière de Guy paraît inextinguible. Le 8 juillet 1995, moins d'un mois après son assassinat manqué, il tue Helen Fricking, une psychomotricienne de 27 ans, au 213 rue du Faubourg Saint-Martin. Comme pour ses autres victimes, il la viole et l'égorge chez elle, laissant son corps se vider de son sang sur le lit. Avant de partir, il fait le tour de l'appartement et récupère tout ce qui a un minimum de valeur. Pour un temps, son appétit est rassasié. Arrivés sur les lieux, les flics de la crime font les premières constatations. Le meurtrier a laissé l'empreinte de son pied dans le sang de la victime. Un pied dont le second orteil est plus long que le gros. Un pied que les flics prennent pour un signe distinctif déterminant. Du sperme est également prélevé et transmis au département des empreintes génétiques de Nantes. Les analyses démontrent que le meurtrier d'Helen Fricking est le même que celui d'Agnès Nieschkamp et l'agresseur d'Elisabeth Ortega. Le docteur Pascal assigne une identité au propriétaire de cette empreinte génétique. SK, pour serial killer. Les hommes du commandant Sanderson viennent de comprendre qu'ils ont affaire à un tueur en série. Mais pour le moment, ils ne lui attribuent que 2 meurtres, au lieu des 5 qu'il a déjà commis. Le 9 septembre 1995, Guy Georges écope d'une peine de 30 mois de prison pour violence sous la menace d'une arme commise en récidive. Fin août, il a voulu faire subir à Mélanie Bakou, 20 ans, le sort qu'il réserve aux femmes chez qui il passe la nuit. Manque de bol, en s'introduisant chez elle, il est tombé nez à nez avec son mec. Il s'est enfui à toutes jambes et a perdu ses papiers dans l'escalier. Les keufs n'ont eu aucun mal à le cueillir au moment où il venait déclarer leur perte au commissariat. Guy ne s'en fait pas. La prison, il connaît. Et comme les autres fois, les flics n'ont pas le moindre doute sur ce qui l'a réellement poussé à agresser Mélanie Bakou. Sauf que le commandant Pellegrin, qui enquête sur les meurtres de Catherine Rocher et Elsa Benadi, entend parler de lui. La crime a chargé la préfecture de police de l'informer de toutes les arrestations pour des agressions de femmes à l'arme blanche. Les maisons d'arrêt, quant à elles, doivent indiquer à la brigade l'incarcération de délinquants sexuels. Guy Georges coche toutes les cases. Pellegrin décide de l'extraire de sa cellule et de l'interroger. Il pourrait bien tenir son homme.